Oui, mais Vous ils ont savez, réussi à appuyer le bouton reset. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est les mêmes ministres qui étaient à côté de Justin Trudeau, qui sont à côté de Mark Mmh, Carney, mais ils n'arrêtent pas de dire le nouveau ouais. gouvernement, le nouveau gouvernement. C'est pas un nouveau gouvernement, ils ont changé le gars à la tête. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Rodolphe Osny. On parle de conservatisme, bien évidemment. On parle des 20 ans de l'élection de Stephen Harper en 2006. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être là. Je t'ai lancé ça un peu dernière minute, mais tu as accepté à pied levé, fait que c'est super apprécié. Puis ça tombe bien parce que tu publies une chronique dans Le Devoir. Avant de rentrer là-dedans, première question, Le Devoir, t'as pas encore cancellé? Non, 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 je suis même devenu chroniqueur maintenant. Ben Avant, j'étais voyons. comme dans la section opinion. Maintenant, je suis dans la section chronique. Mais tout d'abord, Ouais. merci pour l'invitation. Moi, toujours content d'être un bouche-trou. Et C'est plus que ça, Rodolphe. et oui, ce matin, j'ai publié un article dans Le Devoir. C'est un texte très, très personnel parce que ça fait 20 ans que Stephen Harper a gagné son premier mandat en 2006. Moi, j'ai rejoint plus les conservateurs autour de 2009 et j'ai travaillé à Ottawa en 2011 lorsqu'il y a eu le mandat majoritaire. Et d'ailleurs, je vais à Ottawa demain parce que demain, il y a un gros événement avec tous les anciens conseillers politiques, les anciens ministres, les anciens députés, puis on va célébrer comme ça les 20 ans de la victoire de Stephen Harper. Puis c'est drôle parce que Stephen Harper, il parle pas beaucoup, il dit pas beaucoup de choses, donc c'est pour nous, c'est quand même un peu important. Il y a d'autres premiers ministres, on les voit beaucoup plus. Brian Mulroney, on le voyait beaucoup. Mhm. Jean Chrétien, on le voit encore beaucoup. Stephen Harper est beaucoup, beaucoup plus discret. Donc, disons que ça a pris longtemps pour que finalement on fasse un événement pour un peu célébrer comme ça cette victoire. Puis juste l'héritage de façon générale de Stephen Harper qui, je trouve qu'aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe en termes de commerce international, il y a certains éléments que le premier ministre Harper a fait que c'est bien des fois de rappeler. Ben, c'est ça, dans ton article, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de ça concrètement, parce que, tu sais, là, c'est la grosse mode aujourd'hui. Tout le monde vient de découvrir que, ouais, il faudrait faire le libre-échange entre les provinces, il faudrait diversifier les marchés du Canada. Puis ce que tu rappelles dans ton article, c'est que quand les conservateurs ont pris le pouvoir en 2006, le Canada, si je ne me trompe pas, avait seulement 5 accords de libre-échange. C'est ce que tu dis. À son arrivée au pouvoir en 2006, le Canada avait des accords de libre-échange avec 5 pays, dont les États-Unis et le Mexique, une gracieuseté du regretté Brian Mulroney. Et bilan des premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin en 13 ans, 3 accords, le Chili, Israël et le Costa Rica. Et lorsque Harper quitte ses fonctions en 2015, il avait conclu des accords de libre-échange avec 49 pays différents. Donc, on parle de l'Union européenne, le partenariat transpacifique, des accords avec la Corée du Sud, en Asie, en Colombie. Puis tu dis que, en fait, il était en train d'en négocier plusieurs autres, mais c'est comme le temps qui a manqué. Fait que tu rappelles un peu là-dedans, puis je te laisserai commenter, là, mais l'ironie du fait que là, on a des libéraux qui sont comme, il faut diversifier nos marchés, il faut aller ailleurs, puis ils se vendent de tout ça, mais en réalité, ils sont carrément assis sur le leg de Harper, là. Oui, la réalité, c'est qu'un des legs du premier ministre Harper, puis il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment en termes de commerce international. Moi, j'étais au ministère du Commerce international, j'étais conseiller politique là-bas. Donc, c'est pour ça que je parle, en tout cas, de mon expérience. Le premier ministre Harper a fait beaucoup de choses, mais sur le commerce, et comme tu viens de le dire, avec ce qui se passe actuellement, moi, ça fait c'est trois choses que ça fait 20 ans et plus qu'on parle puis qu'on fait très difficilement. Un, bien évidemment, c'est de se diversifier. Deux, c'est de faire du pétrole et de dire qu'on a des ressources naturelles parce que, écoute, c'est tout un choc. Ça veut dire, M. Harper l'avait dit quand il était à Davos d'ailleurs et j'étais là, on est une superpuissance énergétique, on a toutes les ressources à offrir au monde et le Canada est une superpuissance économique et énergétique. Ironiquement, M. Carney, dans ce fameux discours qui a été vanté à travers le monde, il utilise exactement le même terme. Le Canada est une superpuissance énergétique. Ce n'est pas un discours que Justin Trudeau a utilisé, lui, pendant 10 ans. Puis le troisième élément, puis tu viens de le mentionner,
le commerce intérieur. Combien de fois on a dit, écoutez, il faut qu'on fasse tomber les barrières, il faut qu'on fasse tomber les barrières. Ça reste un problème. Mais si je reviens juste sur le commerce extérieur, les accords de libre-échange, le premier ministre Mulroney a fait Canada, États-Unis, Mexique. Ensuite, ça a été quelques accords sous Jean Chrétien et Paul Martin. Et quand M. Harper était là, il a ouvert des marchés avec l'Europe, il a ouvert des marchés avec le partenariat transpacifique qui inclut le Japon. Il a fait le premier accord avec la Corée du Sud, comme ça, un accord en Asie. Puis il y avait toute l'Amérique latine. Le but, c'était ça, c'était d'ouvrir des marchés pour se dire, écoutez, regardez d'autres opportunités, mettez pas tous vos œufs dans le même panier avec les États-Unis. C'était juste une façon logique d'établir les fondations. Avec l'Inde, on était près d'un accord avec le libre-échange avec l'Inde. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il n'y a rien qu'à avancer pendant 10 ans de M. Trudeau. On se souvient, lui, il voulait des accords soi-disant progressistes, puis je ne sais pas quoi, puis sa politique féministe et tout ce qu'il voulait. On n'a pas fait de véritable commerce. Puis là, M. Carney est pris avec ça, où maintenant, je pense qu'il doit aller en Inde bientôt, puis j'espère qu'il va aller en Inde, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier les marchés. D'ailleurs, comme par hasard, l'Europe vient de faire un accord de libre-échange avec l'Inde. Moi, je me souviens que nous, on était le premier pays qui avait réussi comme ça à avoir accès aux deux plus gros marchés, soit l'Union européenne et le Canada, les États-Unis et le Mexique. Là, maintenant, l'Europe s'est réveillée aussi. Ils ont signé un accord avec le Mercosur, ils ont signé un accord avec l'Inde. Et là, maintenant, le Canada, on est un tout petit peu à la traîne. Donc, la réalité, c'est ça. Je ne peux pas, en tant qu'ancien, puis je sais, j'ai un biais, en tant qu'ancien conseiller politique au commerce international, me dire si Stephen Harper, en 2015, avait eu un autre mandat, dans quelle situation on aurait laissé le Canada? Parce que déjà qu'on avait laissé le Canada avec des finances publiques équilibrées puis des fondations solides en termes de diversification, il nous manquait encore un peu de temps pour terminer le travail. Puis là, j'ai l'impression que rien s'est passé pendant 10 ans. Et là, M. Carney essaye comme ça d'aller. Puis moi, je ne le critique pas. Honnêtement, je comprends ce qu'il essaye de faire. On aurait fait la même chose en termes d'essayer d'attirer des investissements, essayer de nouer des liens avec d'autres pays, etc. Donc, je comprends. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a eu 10 ans de perdu. Écoute, ton passage au commerce international m'intéresse parce que on a le feeling, on le sait, là, pour le consommateur, le libre-échange, c'est absolument merveilleux. D'avoir accès à des marchés sans tarifs permet d'importer toutes sortes de biens, d'augmenter la diversité des choix qui sont pour le consommateur. Malheureusement, le commerce international n'est jamais présenté de cette façon-là dans nos médias. Très peu de gens au Québec, très peu de gens au Canada comprennent que le commerce international favorise d'abord et avant tout le consommateur qui est un citoyen, qui est un électeur. On présente toujours le commerce comme qu'est-ce que nos entreprises pourraient aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils pourraient vendre à l'extérieur, puis quelles entreprises doivent être protégées avec des monopoles, avec des tarifs, des choses comme ça. C'était quoi la dynamique dans la négociation de ces accords-là de libre-échange, justement? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient justement à ces citoyens-là, à ces électeurs-là qui bénéficieraient beaucoup d'un accord de libre-échange, ou l'entièreté du focus est toute mise sur les producteurs, autrement dit, qui demandent des protections de leur côté? Écoute, il faudrait que je fasse un tout petit peu d'histoire parce que c'est quand même intéressant. Normalement, on dit en politique, puis ça, c'est l'ancien stratège qui parle, tout ce qui est affaires étrangères, ça ne te fait pas gagner une élection. Bon, souvent, c'est un peu ça. C'est pour ça que en politique, souvent, surtout en campagne électorale, on se concentre sur des éléments très domestiques. Bon, tu me diras, cette philosophie est vraie, sauf à la dernière élection, parce que, bon, la dernière élection, Ouais. on n'a parlé que de Trump et des commerces, etc. Donc, Mais mettons, parler de Gaza à tous les jours, ça n'a pas fait gagner personne, là. exactement. Mais il y a déjà eu une élection juste sur le libre-échange. Souvenons-nous, Brian Mulroney a fait une élection. Les libéraux de John Turner étaient contre le libre-échange avec les États-Unis. Brian Mulroney a demandé un mandat, a réussi à gagner ces élections. C'était vraiment l'enjeu de la campagne. Je me souviens même, et c'est Joël Denis Bellavance de la presse qui avait sorti cette image, qu'une publicité libérale pendant cette campagne contre le libre-échange était la carte du Canada et des États-Unis, avec marqué que sous Brian Mulroney, la frontière allait s'effacer avec les États-Unis. Ils prenaient comme un petit crayon puis ils effaçaient la frontière pour Déjà dire que vu. les États-Unis allaient nous envahir. Mais ce n'est pas une blague, là. C'est pour ça que je te dis, tu regardes ça maintenant aujourd'hui. Et c'était la campagne de peur. Souvenons-nous que
Jean Chrétien aussi avait dit qu'il était contre le libre-échange pour ensuite changer d'idée une fois qu'il était devenu premier ministre. Ce qui est arrivé surtout, c'est que on pensait qu'avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, puis les fameux, si vous avez déjà entendu, le cercle de Doha, etc., les différentes négociations, on pensait qu'on allait de façon multilatérale avec l'OMC réussir à négocier un accord qui couvrirait le plus de pays possible. Finalement, il y a eu l'échec de ces négociations et c'est là qu'on est rentré dans une course aux accords bilatérales ou plus multilatérales. Et c'est comme ça que le Canada a dit, ben écoute, si ça ne marche pas à l'OMC, puis si on n'a pas comme ça réussi à avoir un accord, il faut qu'on aille à la course au libre-échange et surtout à des accords bilatéraux. C'est pour ça qu'on s'est lancé. Moi, j'étais en plein dedans à cette époque-là. C'est là qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on ait un accord avec le Japon, il faut qu'on ait un accord avec la Corée, puis qu'on a essayé de trouver ces pactes, soit le partenariat transpacifique ou des accords. Tout ça, ça a été ça un peu la dynamique. Mais l'objectif, c'était, et pour le Canada, c'était de se dire, on a besoin d'avoir accès aux deux plus gros marchés, soit les États-Unis à côté de nous par notre géographie et l'Europe, pour qu'ensuite notre pitch aux autres pays, puis ça c'était à la fois au Japon, en Corée ou n'importe où, en disant, écoutez, si vous voulez avoir accès aux deux plus gros marchés au monde sans tarif, vous savez où vous avez besoin de vous installer? Pas en Europe, pas aux États-Unis, mais au Canada parce que vous avez accès à ces deux marchés. Ça a marché pour certains éléments. Moi, je me souviens, certaines entreprises ont ouvert au Canada en se disant, OK, dès qu'on avait conclu les négociations avec l'Europe, on s'est dit, bon, ben, ces entreprises ont dit, on a accès à ces deux marchés sans tarif. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que le Canada, puis ça, c'est un problème de productivité, puis ça, c'est un problème de souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte des affaires à peu de valeur ajoutée, puis ensuite, on rachète des affaires à haute valeur ajoutée. C'est bien beau de dire, OK, on a des ressources naturelles, on envoie du bois, puis on envoie des trucs, mais ensuite, quand vient des trucs de haute, même juste pour le bois, ben, on les importe d'autres pays. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est bien le libre-échange parce que ça fait qu'on a des produits moins chers. Puis bon, on ne va pas aller dans la théorie économique, mais la fameuse David Ricardo, les avantages comparatifs. Quand tu es bon dans quelque chose, c'est bien que tu le fasses. Puis si tu n'es pas bon dans quelque chose, au lieu de dépenser, puis subventionner, puis essayer de créer une entreprise Exact. à zéro, tu es mieux de l'acheter d'un pays qui est bon, puis ensuite de l'intégrer dans ta chaîne de valeur de production. Donc, c'est un peu pour ça. Ah Le ouais. problème, c'est que, bon, comme tu le sais, le gouvernement, souvent, ben, te dit, OK, attends, on va subventionner cette entreprise, mais en subventionnant cette entreprise, tu crées un dysfonctionnement, tu fais qu'après, des fois, les gens n'ont pas le produit le meilleur ou le moins cher parce que Mm. tu as fait certains trucs. Le meilleur exemple, Nordvolt, on a essayé de se dire, OK, Exact. on va Ouais, ouais, créer ouais. quelque chose from scratch. Ben, on a vu ce que ça a donné. Des fois, tu es mieux de se dire, OK, on est bon dans ça, on fait ça, on est moins bon dans ça, on ne va pas attendre 15 ans, 20 ans pour développer cette entreprise pour être compétitif. Mieux vaut de l'acheter, mais essayer d'avoir des valeurs ajoutées dans ton pays. Mais Ce c'est qu'on avait surtout fait avec l'aluminium à une époque, là, je veux dire, Oui, l'aluminium est un produit transformé. C'est de la bauxite à la base. oui, Puis le Québec avait l'expertise, le Québec avait l'énergie à oui. faible coût, avait les transports maritimes. Donc, tu sais, c'était possible, mais on dirait que quand on pense à ce type de projet-là, on parle un peu au passé, malheureusement. Ben, tu sais, c'est comme dans l'agriculture, là. Il y a plein de choses qui c'est très logique de les faire pousser chez nous, d'autres non. D'autres, ça ne l'est pas parce qu'on on n'a pas le climat, on n'a pas les terres pour ça. Puis là, ça nécessite des investissements, des serres, toutes sortes de machinerie que c'est moins naturel pour nous de faire pousser ça ici. Hey, Rodolphe, je retiens, regarde, je vais en garder juste trois. Oui, Le oui. premier, tu t'en as parlé, c'est les relations internationales. Euh, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il y a vraiment trois aspects sur lesquels Harper avait comme je veux pas dire, était pas visionnaire, mais je veux dire, avait anticipé vers où on s'en allait. Le premier, c'est celui dont on vient de parler, la nécessité d'ouvrir des marchés avec le reste du monde. Le deuxième, c'était qu'il nous a mis en garde contre les déficits qui allaient s'en venir. Là-dessus, je pense que les vidéos qu'on voit passer de lui, c'est quasiment prophétique, là. La Oui. fameuse vidéo du Tiny Little Deficit où il dit ouais, Justin Trudeau, il promet juste trois petits déficits. Regardez comment il va devenir gros ce déficit-là. Et le troisième, aujourd'hui, les libéraux se pètent un peu les bretelles avec ça, dire oui, on a négligé les forces armées canadiennes, tout ça. Mais rappelez-vous quand Harper disait là, t'as peu, là, faut racheter des avions, il a été
défoncé pour ça. Même Trudeau a fait campagne sur faut pas acheter des avions, faut pas mettre d'argent dans l'armée, c'est terminé. On est dans le monde post-guerre de l'amour, tout Kumbaya. ça, kumbaya. Juste sur ces 3 aspects-là, je pense que qu'on soit conservateur ou pas, ou pro-Harper, c'est pas important. On est obligé de reconnaître qu'il avait raison sur les 3 là. La nécessité d'ouvrir des marchés, la nécessité de s'occuper de nos forces armées parce que maintenant, il faut se défendre éventuellement. Et 3, l'importance de la gestion des finances publiques. Comment t'expliques que malgré, mettons juste, on prend juste ces 3-là, on dirait qu'il n'y a pas de reconnaissance à sa juste valeur du bilan de ce premier ministre-là qui nous avait mis en garde de vers où il fallait aller. Puis on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme 10 ans plus tard, plus de 10 ans après son départ, on fait comme M. Carney arrive, il dit toutes les mêmes choses, ou en tout cas, puis là, c'est comme ça, c'est lui le génie. Ouais, mais t'as peu, il y a quelqu'un il y a 10 ans qui avait tout dit ça, là. Oui, et puis c'est ce que j'essaie d'écrire un tout petit peu dans mon article en termes de M. Harper avait fait les fondations, il avait laissé la maison bien gérée. Même lui, puis tu me rappelles ce fameux clip de 2015 où, tu sais, il avait dit, il n'y a aucune justification pour faire un déficit lorsqu'on est en croissance économique. Puis on était en croissance économique. Les libéraux de Justin Trudeau ont perdu toute cette discipline fiscale. Et le problème, c'est que ça vient d'en haut. Quand le premier ministre dit c'est pas grave de faire 10 milliards de déficit, tu crois que qu'est-ce qui se passe dans toute la machine? C'est le party, là, ça veut dire c'est fini, il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de. C'est pas grave, écoute, on va faire un déficit, on va faire un déficit. Puis c'est une culture après qui vient d'en haut. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, connaissant Ottawa, que comme il n'y a pas eu de discipline en haut, ben après, c'est devenu un free-for-all, puis après, tu te retournes 5 ans plus tard, puis je ne parle même pas de la COVID, où tu te dis, mais comment ça se fait qu'on a 50 000 ou 100 000 fonctionnaires de plus? Comment ça se fait que le déficit de 10 milliards est devenu 20, 30, 40? Parce qu'après, c'est fini. Et puis ça, je pense que c'est ça la difficulté, c'est qu'on a perdu cette discipline budgétaire que, ne l'oublions pas, c'était un élément à la fois libéral et conservateur. Ça veut dire Jean Chrétien, Paul Martin aussi, c'était leur objectif en se disant les déficits d'aujourd'hui sont les impôts et les taxes de Ouais. demain, puis si on a après, ça va devenir un problème structurel. Donc, c'est ça que je trouve qui est un des legs catastrophiques de Justin Trudeau, c'est qu'on a perdu cette discipline où, au Canada, on votait d'abord et avant tout pour un gouvernement sérieux qui disait on va bien gérer les finances publiques. Et Justin Trudeau est arrivé du champ gauche avec son histoire de on fait des déficits puis il n'y a pas de problème. Puis après, ben, on a vu ce que Ouais. ça donne. The deficit will balance itself. Mais Exactement. Sur le pire dans l'armée, tout ça, les écoute, gars, sincèrement, c'est que les Canadiens ont aussi perdu l'ordre de grandeur. oui, Si on se rappelle bien, Stephen Harper, assez tôt dans son règne, vit une crise économique qui est très importante. On l'a appelée 2008-2009, ouais. la Grande Dépression. Pourquoi? Parce que c'est la pire crise économique depuis 1929. Donc, elle n'a pas été pire que 1929, mais c'est la pire depuis 1929. Donc, en 2008, c'est une crise économique sévère. C'est sa 3e année de mandat qui arrive. Et il fait à ce moment-là un déficit pour essayer de sauver l'économie. Il va investir dans l'économie beaucoup. Très keynésien pour ceux-là qui suivent un peu Oui. l'économie. Donc, va avoir un déficit d'un ordre de grandeur de mémoire autour de 50 milliards de dollars à ce moment-là. Et il va revenir quelques années après à des surplus budgétaires et il va recommencer avec Jim Flaherty à poster avec des chèques pour des paiements sur la dette carrément. Mais quand je dis on a perdu l'ordre de grandeur, c'est que normalement, comme 2008-2009 est comme la pire crise économique de l'histoire moderne, ben, tu te dis le pire déficit de l'histoire moderne aurait dû être réalisé en 2008-2009. Puis soyons généreux, mettons l'inflation là-dedans. Donc, au lieu de 50 milliards, le pire devrait être de 80 milliards à peu près. Et quand on regarde les déficits de Justin Trudeau dans les années 2020 et plus, oui, il y a eu la COVID, mais ce n'était pas une crise économique aussi pire que 2008, la COVID. Tu es dans une situation où tu dis, OK, on fait ça des 300 milliards de déficit. Et même présentement, en période de croissance économique, on nous parle de 80 milliards. On est dans une position où est-ce que les chiffres ne font plus aucun sens. Ouais, puis c'est le message aussi, comme disait Rodolphe. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que si on faisait ces déficits-là, mais on avait un ministre ou une ministre des Finances, parce que pensons à Mme Freeland, qui s'assoit en avant du micro et qui dit écoutez, on n'est pas content de ce qu'on présente aujourd'hui, c'est catastrophique, mais voici les mesures qui seront prises. Non, non, elle s'assoyait devant le micro et elle nous disait ben, c'est le moins pire du G7, puis c'est correct. Alors que c'était de la rhétorique malhonnête parce qu'on sait très bien que tu ne peux pas comparer
une fédération avec des provinces qui gèrent la santé, l'éducation, avec des pays comme la France où c'est un État centralisé. Là. Ça, c'était de la pure démagogie. Ça. Tu as tout à fait raison. À chaque fois que le budget tombe, c'est toujours ma première chose que je dis. Attention avec les comparaisons. Vous additionnez pas toute la dette de toutes les provinces. Puis vous ajoutez les fonds de pension. Les fonds de pension, c'est pas comme si on allait les vendre demain pour rembourser la dette. Donc, à chaque fois, il y a un problème qu'on fait comme ça. On fait ces comparaisons. Actuellement, moi, on a un clown comme ministre des Finances. Là, ça veut dire François-Philippe Champagne, là, qui était comme le cheerleader de Justin Trudeau, puis maintenant, il est comme le cheerleader avec sa rhétorique. Ça va être un budget générationnel à la CD Howe ou je ne sais pas quoi. Écoute, là, au bout d'un moment, là, c'est sérieux, les finances publiques. Moi, je trouve qu'il n'est pas crédible en termes de ministre des Finances parce qu'on l'a tellement vu comme ça en termes de cheerleader avant et tout ça, puis nous raconter tout et n'importe quoi. Tu sais, normalement, un ministre des Finances, il doit avoir une certaine forme de sobriété puis de crédibilité. François-Philippe Champagne, je pense qu'il ne l'a pas. Ce qui sauve les libéraux, c'est que tout le monde sait que ce n'est pas lui qui l'a écrit, puis c'est que Mark Carney qui dirige tout, puis lui, c'est genre monsieur l'agent de communication actuellement qui va, puis qui fait juste lire le budget. Mais juste pour revenir aussi, puis tu as parlé un tout petit peu de l'armée. Moi, je me souviens qu'en 2006-2007, une des premières choses que le premier ministre Harper a fait, c'est qu'il a acheté les gros porteurs militaires, là, les fameux, je ne me souviens plus, là, les Hercules qu'on appelle, ou Ouais. les C, les gros, là, les gros avions, parce que la réalité, c'est que nos forces armées, ils n'avaient même pas la capacité de déployer des troupes ou de l'équipement rapidement. Des fois, ça arrivait à l'époque qu'on devait louer des avions russes parce qu'on n'avait pas des avions pour transporter nos Eh troupes. Donc, pour te boy. dire que c'est ça que, honnêtement, puis tu as tout à fait raison, tu sais, sur l'armée, combien de fois l'armée a été victime, je pense, de décisions politiques, puis on l'a vu, là, les Sea King, etc., les sous-marins que Jean Tampon. Chrétien a achetés usagés, les CF-18 et tout ce que tu veux, encore acheter des trucs usagés. Au bout d'un moment, là, ça veut dire faut penser aux hommes et aux femmes qui sont en uniforme puis qui veulent Oui. servir, puis arrêter de faire de la politique sur certains éléments en disant j'achète, j'achète pas, je cancelle ce contrat, ou sinon que ça prenne 10 ans à chaque fois pour Ouais. acheter quelque chose. C'est l'impact sur le recrutement aussi. Là. Les gens Oui, ne pensent pas à ça, là, mais tu sais, le moral des troupes, oui. on le sait que c'est difficile pour les forces armées canadiennes de recruter. Puis une des raisons de ça, c'est que les gens veulent être fiers de servir pour des forces armées qui se tiennent debout puis qui ne sont pas en matériel délabré avec des affaires qui datent de la guerre du Vietnam. Là. Tu sais, je le dis respectueusement, mais c'est la réalité. C'est Oui. ça. Si vous parlez à des gens qui font du recrutement dans l'armée, c'est difficile de vendre la fierté des forces dans l'état actuel où c'était. Fait que là, le gouvernement a l'air d'avoir compris ce bout-là, puis veut réinvestir dans l'armée, mais encore faudra-t-il vérifier dans quoi l'argent est mis. Là. Oui. Si c'est mis juste pour augmenter le salaire de gens qui sont dans des bureaux, ça ne changera rien. Là. Il faut qu'il y ait du matériel de première ligne, il faut qu'il y ait il faut que l'argent soit mis aux bonnes places. Puis ça, je suis loin d'être convaincu. Et on est rendu 20 ans plus tard, parce que Harper se fait assermenter, je pense, le 6 février 2026. On est rendu 20 ans plus tard. 2006, oui. Ouais, 2006, on est rendu 20 ans plus tard, en 2026. Les conservateurs ont des meilleurs chiffres qu'ils l'avaient à l'époque, puisque Harper, je pense, a été élu avec 33% à un moment donné, 35, 36, ouais, 35, 36, 36. ouais. Dernière élection, Pierre Poilievre a fait au-dessus un petit peu plus que 40. 40%. Mais là, on retourne dans un scénario où on joue à deux parties essentiellement. Oui. Le NPD s'est fait pratiquement harakiri à la dernière campagne. Le bloc était beaucoup moins fort que ce qu'on pensait. Puis là, ben, le leadership de Pierre Poilievre avait été contesté par des gens. On a vu des députés qui traversaient la Chambre, tout ça. Puis il y a comme deux écoles de pensée. Il y a des gens qui disent t'en as un peu, là. C'est le meilleur score depuis Brian Mulroney. Même Harper ne faisait pas ces chiffres-là. Il y a un plafond à quelque part pour les conservateurs. Ils ne feront pas 53. Là. Oui. 40, 42, c'est pas mal le maximum que tu peux aller. Qu'est-ce que vous reprochez à Pierre Poilievre? Puis il y en a d'autres qui disent ouais, mais il est en avance, il a scrappé son avance, fait qu'il faut changer de chef. Là, il a eu son vote de confiance. Il l'a remporté à 87,4 %, je pense. Ça calme les esprits. C'est quoi ta vision un peu par rapport à ça? Où est-ce qu'on s'en va avec le mouvement conservateur canadien? Il y a beaucoup de choses que tu dis qui est vrai. Ça veut dire, tout d'abord, est-ce que les conservateurs ont un plafond? Oui.
Ça, c'est le problème. Souvent, c'est difficile de passer ce fameux plafond de 40, 42 43 C'est sûr que maintenant, la dynamique fait qu'on dirait qu'on est avec deux partis, puis ça ne favorise pas les conservateurs. C'est comme à l'époque, Jean Chrétien était garanti de gagner quand il y avait deux partis conservateurs séparés, les progressistes, l'Alliance, appelée comme tu veux. Mais une fois qu'on a été unis, ben, on était compétitif contre les libéraux. Le problème actuellement, c'est que le NPD à 5 ben, ça fait que ça devient presque très, très difficile parce que ça ne vient pas manger le lunch des libéraux et que les conservateurs ont un certain plafond. Donc oui, ça, c'est tout un défi. Il y a un défi aussi que M. Carney a cette image de premier ministre sérieux. Puis ça, déjà, c'est quelque chose qu'en politique, ça vaut de l'or en termes de, il y a une certaine forme de crédibilité envers les Canadiens. Est-ce qu'il a livré? Non. Est-ce qu'il a fait beaucoup de promesses? Oui. Est-ce qu'on a un deal avec les États-Unis? Non. Est-ce qu'il nous avait promis un deal? Oui. Mais quand même, il garde ce côté de premier ministre sérieux que les gens lui font confiance. M. Poilievre a, et ça, je peux le dire pour n'importe quel chef de l'opposition libéral, conservateur, le problème d'un chef de l'opposition, c'est que tu dois être vu comme un premier ministre en attente et souvent, tu es trop bon ou tu es bon comme chef de l'opposition. Les gens te voient comme un chef de l'opposition puis ne te voient pas comme un premier ministre. Donc ça, c'est bien évidemment le défi de Pierre Poilievre. Ensuite, c'est un peu ça dans le dilemme. Ensuite, est-ce qu'il a gagné son vote de confiance? Oui. Est-ce que certains députés qui ne sont pas contents avec le leadership de M. Poilievre, mais qui ne le disent pas ou qui pensent il faut quand même qu'ils saisissent le message qu'il y a eu des militants quand même. Ça veut dire, au bout d'un moment, les militants ont dit, c'est lui qu'on veut. Bon, ben, je pense que ça peut faire peut-être que certains députés doivent saisir ce message. Ensuite, est-ce que le ton est un allié de M. Poilievre? Peut-être. Mais d'un autre côté, moi, si j'étais un stratège libéral, je penserais sérieusement, sérieusement à déclencher une élection plus Ouais. rapidement que plus tard. Pourquoi? Parce qu'il est en avance dans les sondages, parce qu'il peut dire, écoutez, on doit renégocier avec les États-Unis, je pense que ça doit C'est commencer facile à cet faire. été, ouais. J'ai besoin d'un mandat clair, les deux mains sur le volant, vous connaissez le Ouais, spin, ouais, ouais. j'ai besoin d'y aller. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on dirait qu'il n'y a pas de blocage au Parlement. Tu sais, normalement, il faut que tu montres qu'il y a un peu un blocage. Et cette semaine, si je ne me trompe pas, j'ai vu que Pierre Poilievre et Mark Carney doivent se rencontrer. Donc, juste qu'il y ait cette forme de collaboration, en tout cas que les conservateurs ont dit on est prêt à travailler avec vous, ben, c'est un peu difficile après pour M. Carney, comme ça, de dire ah, j'arrive pas à travailler, puis les conservateurs bloquent tout. Donc, c'est un Juste, peu. Ouais, juste point rapide là-dessus ouais, avant que tu enchaînes, Yann, c'est que moi, ce que je me suis fait dire par des gens plus en politique active, c'est que la décision est difficile à prendre de leur côté parce qu'il y a différents sondages qui tirent dans tous les sens ouais, et ils ont des sondages internes qui montrent qu'en réalité, le Bloc reprendrait des comtés au Québec et que les libéraux perdraient des sièges. C'est pour ça qu'ils hésitent possible, possible. à prendre la décision parce qu'il y a plusieurs libéraux qui viennent d'être élus puis ils n'ont pas envie de perdre leur job, là. Non, c'est sûr, Tu sais, c'est pas une il y a décision des facile. considérations humaines très terre à terre là-dedans. Des fois, on pense à nos grands scénarios. La réalité, c'est que tu as 2-3 nouveaux députés libéraux qui ruent dans les bras. Hey, un peu, là, moi, si je vais perdre mon siège, je viens d'être élu, ça me tente pas qu'on aille en élection. Tu sais, on est dans cette zone-là aussi. En même temps, il faut pas se le cacher. Doug Ford établit un peu le plan de match l'année passée en le faisant en plein mandat majoritaire à 2 ans de la date d'élection, de refaire le saut puis d'aller se rechercher un 4 ans complet. La journée que tu vois ça et de voir qu'il n'a pas été pénalisé par ses électeurs à le faire, tu es dans une position où tu te dis tout est pas mal possible pour Mark Carney. Je suis assez d'accord avec Frank, par contre, que la qualité des sondages présentement laisse un peu à désirer. Le seul qui a une vraie crédibilité, c'est le léger. Mais c'est aussi le seul qui donnait un aussi haut score aux libéraux, là. Donc, tu es comme dans une position où tu te dis, tu ajoutes un autre léger, un autre nanos, un autre. À un moment donné, là, tu vas avoir une coupe de 2 ou 3 sondages de chacune des firmes. Ça va être difficile pour Mark Carney de ne pas penser y aller éventuellement. Écoute, je veux revenir sur un aspect qui est important du côté des conservateurs. Tu as été longtemps dans le Parti conservateur à côtoyer des militants, à côtoyer les électeurs, à faire des campagnes électorales avec eux. Le monde a changé énormément. À ton époque, les militants que tu rencontrais, les électeurs que tu rencontrais favorables à votre cause avaient les cheveux blancs. Aujourd'hui, ils sont extrêmement jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé
Pourquoi c'est justifié qu'il y ait eu un changement d'électorat comme ça? Puis est-ce que c'est bon pour le futur du Parti conservateur de voir ça aller? Est-ce que c'est une des raisons d'être optimiste quand même de leur côté? C'est super intéressant ce que tu poses comme question parce que moi, c'était pas du tout cette dynamique-là. Quand moi, j'étais en politique, quand j'étais conseiller politique ou même en campagne électorale, nous, notre objectif, c'était un, d'aller chercher les jeunes, deux, d'aller chercher l'école bleue, comme on appelle, de regagner l'école bleue, les votes syndiqués. Ouais. Même à notre époque, vous vous souvenez peut-être, si on avait cette fameuse stratégie, on veut pas des Starbucks, on veut des Tim Hortons. Puis c'était comme ça que nos électeurs, c'était comme, OK, les villes, Starbucks, c'est intellectuel, woke, on n'en veut pas. Puis nous, ce qu'on veut, c'est reconnecter avec l'école bleue, avec ceux qui vont dans les Tim Hortons puis qui payent 1,95 $ à l'époque le café. Puis là, ça a comme changé, tu as tout à fait raison. Maintenant, si on voit certains sondages, les jeunes sont plus conservateurs, les jeunes, juste l'accès à la propriété, c'est ça la priorité numéro un, le coût de la vie. Puis d'un autre côté, tu as tous les boomers que eux, Mark Carney, c'est le messie. Puis écoute, moi, je le vois sur mes médias sociaux. Là, quand je dis un truc sur M. Carney, là, j'ai comme 50 messages de personnes avec des cheveux blancs qui sont non, 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 il est super, M. Carney, etc. Donc, tu le vois même que les gens, ils l'aiment de façon, écoute, extraordinaire. Donc, oui, c'est un défi parce que on dirait que les conservateurs ont été des fois trop bons sur certains éléments, comme d'aller changer le vote des jeunes, comme d'aller recruter l'école bleue. N'oubliez pas, à la dernière élection là, de fédérale, le Parti conservateur est parti chercher des votes là, dans des circonscriptions NPD en Ontario, de sidérurgie et tout ça, là, les Hamilton et tout ça. Ça, c'était du vote NPD collé là, qui sont allés comme ça, aller chercher. Maintenant, est-ce que le problème, c'est le style Poilievre? Est-ce qu'il fait peur aux boomers? Peut-être. Mais, comme je t'ai dit, c'est le sérieux aussi de M. Carney qui l'aide actuellement. Donc, pour moi, c'est tout à fait, tu as raison, c'est tout un défi parce que tu te dis, tu ne peux pas avoir comme ça des sondages où tu regardes ça puis tu te dis, OK, là, c'est comme il y a une partie de la population qu'ils ne sont pas de notre bord, mais comment tu ajustes le message? Ce n'est pas facile parce que, bon, les boomers actuellement, il y en a, ils regardent leurs actions, ben, la bourse, elle a monté, puis oui, ils font Exact. plein d'anxiété parce qu'ils n'arrêtent pas de regarder la télé, puis c'est comme on va se faire envahir tous les jours. Mais d'un autre côté, ils regardent leur portefeuille, puis ils se disent, hey, ben, le prix de ma Ouais. maison, elle a augmenté, puis mes REER, ils ont augmenté, puis mon fonds de pension a augmenté grâce à la bourse. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est une situation politique très difficile en termes de messages et de cibles. Mais en politique aussi, il faut que tu sois discipliné. Là. Une fois que tu as choisi ta voie, tu ne peux pas non plus changer comme ça puis être identifié sur d'autres éléments. M. Poilievre a été identifié sur le coût de la vie, sur le logement, sur la sécurité, sur la Exact. justice. Tu es obligé de garder ton plan de match aussi d'une certaine façon. Mais Tu ne vas pas te réinventer en 24 heures. Ben, en fait, vas-y. ce que j'adore la fin de ton intervention parce que c'est là que je voulais aller justement, c'est que beaucoup de gens parlent de style, puis la façon, puis l'approche, puis est-ce que les boomers peuvent l'aimer, tout ça, puis on personnalise le débat. Oui. Alors que quand tu grattes un peu, il y a de plus en plus de chroniqueurs sérieux qui en parlent, mais le vrai enjeu canadien, le vrai enjeu divisif est réellement un enjeu générationnel. Parce que c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un qui a payé sa maison 120 000 puis qui peut la revendre aujourd'hui 750 000 qu'on a un problème d'accès à la propriété. Ouais, Dans eux, ce- Canada is broken, là, ça ne résonne pas dans leur tête. Là. Exactement, tu sais, fait que c'est cette cassure-là, tu es dans une position que tu as l'impression qu'il y a deux électorats. Fait que enlève les couleurs politiques, enlève les LGBTQ, enlève le wokisme, la gauche, la droite, enlevons tout ça. Là. Regardons juste le portefeuille des gens. Il y a des gens qui ont acheté des maisons dans les débuts des années 2000 ou bien avant, qui ne comprennent pas il est où le problème présentement. Et il y a des gens qui aimeraient un jour acheter une maison ou qui aimeraient voir leurs enfants un jour acheter une maison. Parce qu'on voit ça beaucoup, là, les X qui ont une tendance conservatrice, c'est le sort de leurs enfants qui les inquiète. Ben, ces gens-là regardent ça aller et se disent j'ai pas le goût que mon grand flamou vive jusqu'à 27 ans dans mon sous-sol. J'ai hâte qu'il sac son camp. Mais à un moment donné, je suis pas fou. S'il veut louer un appart, ça coûte 2200 par mois. S'il veut acheter un condo, ça coûte 550 000. Ça y prend 50 000 de mise de fonds, gros minimum. Ben, je pense que je suis obligé de l'endurer à gamer dans le fond de mon sous-sol. Je n'ai pas vraiment le choix. Là. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que cette réalité-là me semble réellement irréconciliable au Canada et tu ne peux pas aller chercher les deux électorats. Moi, je pense que tu dois choisir ton camp, mais malheureusement, l'électorat qui a profité un peu de cette bulle immobilière-là et de cette bulle boursière-là également, ben, est dans une position qu'ils sont confortables
Puis pourquoi changer des vieilles pantoufles? Oui, mais après, tu reviens toujours à la base en politique, ou en tout cas, moi, en termes de stratège. Puis j'ai un ancien chef de cabinet que j'aime beaucoup, et il m'a répété ça il y a 15 ans. Il m'a dit, si tu n'aimes pas la vitrine, tu ne rentres pas dans la boutique. Donc, à la fin, on a un problème que on peut avoir les meilleures politiques que tu peux, puis les meilleurs programmes, puis tout ce que tu veux. Il y a toujours le problème à la base, c'est s'ils n'aiment pas la vitrine, ils ne rentrent pas dans le magasin. Et ça crée un problème. Ensuite, l'économie, M. Carney a quand même cette perception que c'est un bon gestionnaire par son parcours. Donc, ça veut dire que normalement, les conservateurs, on est identifiés. Je dis on, mais les conservateurs sont identifiés à l'économie. On vient de parler de Stephen Harper, rigueur, discipline budgétaire, ça fait partie de notre pain et notre beurre. Et là, tu as comme les libéraux qui ont réussi, avec M. Carney, à se réapproprier ce message, malgré le fait qu'ils n'ont rien livré encore. Mais ils ont réussi juste en termes de perception à changer puis à s'attribuer. Puis à la fin, on va se le dire, M. Carney s'est fait élire comme un libéral, mais il dirige comme un conservateur. C'est ça la réalité. Donc, c'est quand même difficile pour le Parti conservateur de se dire, OK, le chef a un problème d'image pour certaines personnes, ou en tout cas, il n'aime pas, puis tu regardes les choses. Donc, je n'ai même pas envie de rentrer dans le magasin. Puis à la fin, tu te dis, l'économie, c'est ma priorité. Tu regardes Carney, tu te dis, ouais, lui, il a l'air de savoir quand il parle d'économie, puis il a l'expérience. Alors, c'est un peu ça. Puis ensuite, quand tu vois vraiment M. Carney parler sur certains enjeux, tu te dis, OK, le gars, c'est un conservateur. Écoute, il est même prêt à nous faire un pipeline si tu l'entends. Donc, tu te dis, OK, wow. C'est pour ça que je te dis, c'est comme ça que c'est vraiment intéressant de mais ça va faire un temps dans le sens que pour Oui, l'instant, il n'a rien livré. Au sens où exactement. là, M. Carney, son beau CV et ses compétences en économie, après 5 budgets de 60 milliards, 60 milliards de déficit, est-ce que les gens vont finir par se dire, ouais, Oui, mais ils ont finalement, réussi à appuyer le bouton reset. Moi c'est ça que je ne comprends pas. C'est les mêmes ministres qui étaient à côté de Justin Trudeau, qui sont à côté de Mark Carney, mais ils n'arrêtent pas de dire le nouveau gouvernement, le nouveau gouvernement. Ce n'est pas un nouveau gouvernement. Ils ont changé le gars à la tête. Mais ils ont réussi, puis ça, il faut leur donner en termes de branding, à appuyer le bouton reset. C'est comme Mais ce si bouton-là, reset, Rodolphe, Oui, j'adore ton expression oui. parce que il est un peu trop accessible. Je pense surtout au Québec. On vit présentement la même chose avec Christine Fréchette. Elle est carrément C'est vrai. sous la manipulation de Martin Koskinen. Donc, tu es dans une position où ce que tu dis, Je ne sais si pas tu si n'aimais c'est le pas cas, la mais le CAQ, reset, il est bon, oui. ouais, non, mais là, tu es là, tu dis, si j'aimais pas la CAQ, là, faut que tu penses que est-ce que c'est François Legault ou Martin Koskinen qui décidait du plus de choses dans une année? Mon guess, c'est que c'était Martin Koskinen. Martin Koskinen a mis la table à la course à la chefferie, a rencontré des candidats, n'a pas rencontré Drainville, a rencontré Fréchette. Fréchette a même payé des sondages, de ce qu'on comprend, pour amener Legault à partir. Et Koskinen a réussi à avoir Fréchette sous son emprise. Donc, moi, comme chroniqueur politique, je me dis, Fréchette, c'est la grande continuité de la CAQ. Là. Je veux dire, la journée que le directeur du cabinet continue à influencer les politiques de la future chef, tu te dis, ça va être vraiment continuons. Boum, les Québécois lui donnent le bouton reset. Hey, elle est fine, elle a l'air gentille. Hein? Ça va être c'est un renouveau. Non, c'est pas un renouveau. Le gars, il est encore en arrière. C'est le même Master of Puppets. Puis là, tu es là, tu te dis, OK, les gens ne se rendent pas compte de ces choses-là. Fait que dans cette situation-là, quand tu regardes ce qui est en train de se passer au Québec avec Fréchette, tu te dis, c'est sûr que du côté de Carney, c'est encore plus facile. Parce que là, au moins, tu sais, je veux dire, le contraste est vraiment frappant. Là, de partir de Trudeau, qui est aux fraises bien raides dans le wokisme, à Carney, qui est un comptable au bras brun, tu te dis, au moins, il y avait une fracture dans l'image qu'on n'a pas au Québec présentement. Puis malgré tout, Fréchette a le droit à son bouton reset. Moi, pour vrai, là, je suis un peu flabbergasté de la politique présentement. Oui, écoute, je ne sais pas pour Martin Koskinen, honnêtement, mais je le dis, moi aussi, je suis flabbergasté. Moi, je trouve ça extraordinaire quand je regarde juste le paysage. Là, puis je pense que j'ai regardé ça hier ou avant-hier. Tu as quand même Bernard Drainville, qui est un ancien péquiste, qui va être maintenant premier ministre de la CAQ. Tu as Mme Fréchette, qui est une ancienne chef de cabinet. Jean-François Lisée, qui va être premier ministre, puis qui attaque Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu as Éric Duhaime, qui est un ancien péquiste, qui est maintenant dans le camp du non. Tu te dis, hey, wow, le camp du non, c'est tous des anciens péquistes. Puis là, ils se sont dit, OK. Puis là, attends, cerise sur le Sunday, tout le monde est de centre-droit maintenant au Québec ou à droite. Là. Oui, oui. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tu te dis, attends, là, ils ont été dans des gouvernements qui n'étaient pas à droite, ils ont été dans des gouvernements péquistes, ils sont devenus caquistes,
Ils sont devenus nationalistes, fédéralistes, puis là, tout ce beau monde est dans le camp du non, et tout ce beau monde Ah, est ben, de centre-droit, voire de droite. Je trouve ça, c'est pour ça que je te dis, le bouton reset, là, je trouve qu'on l'utilise trop. Là, ça veut dire, est-ce que, moi, je me souviens qu'en politique, quand tu avais choisi ton camp, là, tu avais une étiquette que tu es collée dans ton front, puis vas-y pour essayer d'enlever ton étiquette. Là, maintenant, tout le monde enlève les étiquettes, puis ci, puis ça, puis écoute, comme je t'ai dit, là, je ne sais pas ça va être quoi la prochaine annonce. Bernard Drinville a un peu commencé en se disant, bon, moi, ça va être clair, ça va être ça, ça, ça. Madame Fréchette est dans la continuité, mais je me dis, écoute, ça continue, ils vont réinventer quelque chose en disant, ben non, moi, j'ai jamais dit ça ou moi, j'ai pas fait ça, parce qu'à Ottawa, c'est exactement ce qui parle. T'entends Mélanie Joly, t'entends François-Philippe Champagne, on dirait qu'ils n'ont pas fait de discours pendant 9 ans, puis que personne ressort les extraits de ce qu'ils ont dit quand ils étaient à côté de Justin Trudeau. Là, ça va être la même chose avec Mme Fréchette ou M. Drinville. Puis Mark Carney, je veux dire, c'est le champion de ça. Là. Il a publié il y a 3 Oui, ans le un livre, bouquin là, qui oui. s'appelle Values, dans lequel il dit qu'il faut conditionner le libre-échange avec des pays qui partagent nos valeurs Ben oui, et que ça c'était la exclut, mode à l'époque. et que ça exclut des systèmes autocratiques comme la Chine. Et là, il nous dit, bah, la Chine, maintenant, c'est un nouveau marché. Là, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ils s'en sortent avec des espèces de phrases vides disant, oui, mais là, on ne peut plus penser comme on pensait avant. Maintenant, il faut... Mais vous, Le là, paradigme a ouais, changé. le paradigme, mais c'est quand même assez. Moi, je trouve ça intéressant. Connaissez-vous beaucoup des auteurs qui renient tout ce qu'ils ont écrit par le passé en disant ben, moi, le paradigme, aux 2 ans, il change. Fait que tout ce que j'ai écrit il y a T'es plus pas que 6 mois, pragmatique. vous pouvez mettre Franchement, ça aux poubelles. t'es pas pragmatique. Hmm. Sois Ouais, c'est ça. pragmatique. J'en ai écrit un livre en Quand on te 2017. pose une question puis que tu as dit le contraire, maintenant, c'est genre non, non, mais le monde a changé, il faut être Ouais, pragmatique. c'est ça, le Tu sais, je monde veux a dire, j'en ai changé. écrit un livre en 2017, les gars, puis oui, je remettrais la table d'impôt à jour à l'intérieur du livre, là, on s'entend, là. Je pense qu'elle est outdated un peu, mais je veux dire, la plupart de la stratégie qui est là-dedans, ça s'applique encore aujourd'hui, là. Je veux dire, j'en donne encore à mes nouveaux clients, là. Je suis pas gêné de donner mon livre. Mark Carney, est-ce qu'il veut vraiment donner des livres à des électeurs présentement? Je Qui sais. écrivent, là, genre 4 ans à peine. Moi, ce bout-là, je trouve ça fascinant, puis ce que je comprends pas, en fait, puis tu pourras peut-être avoir une meilleure Non, perspective non. que nous, vu que nous autres, on est en dehors des médias et toi, tu es dedans. Mais je veux dire, les médias, me semble qu'ils ont un certain rôle à jouer de ce côté-là. Je pense que j'ai vu une entrevue récemment d'Antoine Robitaille avec Rémi Villemur où est-ce qu'il notait justement que Mélanie Joly avait déjà écrit un livre, puis Oui, il lui a Génération rappelé JP. des passages de son livre, puis Oui. elle a fait promettre de plus jamais parler de son livre éventuellement. Avec Mais tu Paul sais, Saint-Pierre Plamondon en passant. exact. Fait Oui. que tu sais, Oui, c'est ça pour ça que je aussi, te dis, incroyable. on n'a plus de mémoire en politique. Vas-y, continue, pardon. Exactement, tu as parfaitement raison. Puis je voyais ce qu'Antoine avait fait au podcast de Villemur, puis je me dis, écoute, ça devrait être fait plus souvent. Pourquoi on n'a pas ça plus souvent dans nos médias traditionnels? Même si c'est un journaliste de médias traditionnels qui le fait, il l'a quand même fait dans un podcast. Mais à un moment donné, moi, j'ai l'impression que quand on parle à nos auditeurs comprennent ce qu'on dit là, que les gens changent de jacket comme s'il n'y avait aucun problème. Mais on dirait que la population générale qui s'informe d'une manière un peu plus classique ou traditionnelle n'est pas capable de faire ces liens-là. La mémoire politique, on disait souvent que c'était 6 mois, je pense, c'est rendu 2 semaines. Oui, puis le pire, c'est que maintenant, on a Google. T'imagines avant, à l'époque, là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait on devait aller dans les archives, chercher des vieux trucs et tout ce que tu veux si on voulait, comme on appelle, faire de la recherche d'opposition. Tu sais, moi, j'en ai fait un peu de la recherche d'opposition quand j'étais politique. Tu sais, tu allais chercher qu'est-ce qu'il avait dit il y a 10 ans, tu sais, les fameux journaux étudiants que tu ressors, la copie toute jaune et tout ça en disant Hey, t'as dit ça il y a 15 ans, t'es là. Maintenant, c'est comme. Moi, je pense que tu as raison parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on manque des opportunités de confronter certaines personnes en disant écoutez, là, c'est pas possible, là, vous êtes passé de ci à ça, vous avez dit ci il n'y a pas longtemps, maintenant vous êtes devenu ça. Moi, je suis juste curieux. Là, Bernard Drinville est quand même sorti fort. Là, ce week-end, c'est Nordvolt, puis tout ça, puis privé, puis tout ce que tu veux. Moi, je serais curieux de savoir combien de ministres qui sont du côté de Mme Fréchette ou qui sont du côté de personnes vont comme sortir ou dire à certains médias Hey, quand il était au Conseil des ministres, il a dit ci ou il a dit ça. Je vais vous faire une confidence. Quand Zéro. j'étais dans le gouvernement Harper, j'ai déjà eu Maxime Bernier qui me dit Hey,
la gestion de l'offre, on la protège pas assez dans le Canada-Europe. Là, ça veut dire, je te jure, Attends un peu, t'es sérieux? oui, Maxime Bernier nous a déjà interpellé, le bureau du ministre, qu'on négociait Canada-Europe en se disant, hey, la gestion de l'offre, puis faites attention aux quotas, puis qui trouvait qu'on en avait donné un peu trop sur une catégorie ou je sais pas Mais quoi. pour un député de la Beauce, ça fait du sens ce que tu dis là. Ben oui, c'est pour ça que je te dis. Donc, c'est-à-dire, le gars, moi, ben, je ne l'ai pas par écrit, là, ça veut dire, mais je l'ai déjà vu, il nous l'a déjà dit, il me l'a déjà dit, genre, la gestion de l'offre et tout ça. Puis maintenant, après, il a fait une campagne au leadership quoi, 2, 3 ans après en disant, la gestion de l'offre, c'est fini. Puis maintenant, c'est Ben, monsieur j'ai qui donné compte. 1500$ à cause de ça, moi. Oui, mais moi, je l'ai déjà entendu me le dire à notre équipe qu'on faisait des négociations en disant, ouh là là, tu sais, faites attention et tout ça, là, puis qui était frileux, puis qui voulait voir les chiffres, puis qui pensait que ça allait mal aller. Alors, c'est pour ça que je te dis, moi, je peux le dire maintenant, mais il y a des trucs comme ça, je Ben, tu te dis. parlais de Christine Fréchette, Rodolphe, elle est partie du PQ parce qu'elle était contre la charte de Drainville. Ben oui. Là, elle est arrivée à la CAQ. Je veux dire, qui a fait, grosso modo, une version un peu remodelée de la Et il charte n'y a de personne Drainville. Et avant. là, Jean-François Roberge, supposément, supporte Christine Fréchette. Est-ce que quelqu'un va voir M. Roberge et dire, vous qui êtes nationaliste, vous êtes très pour la langue française, tout ça, vous supportez une candidate qui était contre la charte des valeurs, la laïcité, tout ça, êtes-vous à l'aise avec ça? En avez-vous parlé avec? C'est sûr qu'il n'y a rien à répondre à cette question-là. Non, puis, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, à mon époque, où il n'y a pas longtemps, quand tu collais l'étiquette de girouette à quelqu'un, là, c'était difficile de l'enlever, cette fameuse étiquette-là. Ça veut dire, écoute, Mario ça a été Dumont à un mot l'époque. parlementaire banni, là, comme, tu sais, Mmh. girouette et tout ça, là. Maintenant, on dirait que tu regardes ça actuellement, tout le monde est une girouette, là. Ça veut dire, ceux qui ont changé de chemise, ils aimaient Trudeau une journée, l'autre journée, ils aiment Carney. Là, maintenant, à la CAQ, comme tu viens de le dire, Roberge, il aime ci, il aime ci. Tu dis, mais attendez, les gars, vous avez. Et tout ça. Est-ce que j'ai hâte de voir les débats. S'il y Mais aura des comment on peut débats, là. avoir confiance qu'ils ne changeront pas de jaquette 2 semaines après l'élection? Oui. Moi, c'est surtout ça qui me semble qui devrait allumer dans la tête des électeurs, c'est de dire, s'il a été capable de changer d'idée juste avant l'élection, il va être aussi capable de changer d'idée juste après l'élection. Mais on dirait que c'est comme pas pris en considération. Moi, les gens reprochent une tonne de choses à Éric Duhaime. Par contre, je connais Éric Duhaime depuis plus de 15 ans, là. Le discours n'a pas changé énormément. Tu sais, Ben, il pour s'est elle. raffiné sur certaines affaires. Il a levé le pied sur le gaz un peu sur d'autres. Évidemment, il y a des choses qui tenaient plus à cœur que maintenant, comme chef de parti, tu dis, ouais, c'est peut-être pas si important que ça. Il y a du raffinement dans ses positions, mais les positions profondes n'ont pas changé. Là. C'est encore le libre marché, c'est encore un certain nationalisme de son côté. Moi, je crois pas qu'il va voter non au référendum, honnêtement. OK. Je sais qu'il dit qu'il veut pas de référendum puis qu'il veut pas de référendum, mais c'est sa Ouais. façon de pas dire qu'il va voter oui, là. Je veux Dans dire, soyez l'isoloir, on ne intelligent, sait là. pas ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des trucs qui évoluent, là. Confidence pour confidence. Moi, la loi 21, là, quand ça a commencé, toute cette histoire, j'étais à Ottawa. Puis, tu sais, j'étais pas trop branché. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Puis, tu sais, j'étais comme pas sûr. Puis, tu sais, je regardais ça, moi, du côté canadien, en se disant, tu sais, si on rentre dans ce débat-là, tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, c'est mon côté décentralisateur. Laissez donc le Québec faire ce qu'il veut. Puis, pourquoi on parle de ça, nous, à Ottawa? Puis, tu sais, j'essayais, moi, à chaque fois, de prendre un peu de distance. Puis, tu sais, je avais pas tellement réfléchi. Maintenant, bon, tu me dis la loi 21, mais je dis oui, tu sais, c'est comme j'ai regardé ça, c'était pas l'hécatombe qu'on pensait qu'elle allait arriver, puis tout ce que tu veux en termes de ci et de ça. Écoute, il y avait une clause grand-père ou grand-mère concernant certains enseignants et tout ça. Puis bon, à la fin, la loi 21, elle est généralement acceptée. Donc, c'est pour ça que je te dis, des fois, tu peux évoluer. Tu peux te dire au début, je n'étais pas sûr de certaines politiques ou Mmh. j'attends de voir comment ça va être fait. Mais il y a une différence entre ça, en tout cas à mon avis, d'évoluer que de changer complètement. Mais sinon, tu le fais à mea culpa, puis tu le dis. Là, ça veut dire au bout d'un moment, tu dis, OK, là, à cause de ça, j'ai complètement changé. Ou, c'est pas facile, là, quand même, de devenir souverainiste, passer au camp fédéraliste ou autonome. C'est des gros positionnements, ça. Oui, vraiment. Écoute, Rodolphe, on Oui, oui. s'était dit jusqu'à 9 heures, on a Bon, empiété un peu il sur n'y a ton pas de temps. problème. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Puis c'est une bonne occasion de revisiter les 20 ans de l'élection de Stephen Harper. Ça a permis de voir qu'il y avait pas mal de choses qui étaient déjà d'actualité à L'article, l'époque. Puis l'article était déjà l'article, là-dedans, déjà, à l'époque. ouais, c'est Vas-y, ça. pardon. Puis j'ai hâte de voir où le futur nous amène. Mais je pense que, comme toi, il y a beaucoup de gens qui suspectent qu'on va peut-être être en élection. Ça prendra pas 4 ans. Ouais, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Rodolphe. Allez, à bientôt. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Rodolphe.
Yes, donc merci à nos commanditaires. On les remercie beaucoup. Range Brand, de leur côté, 10% de rabais avec le code Yann10. N'hésitez pas à aller sur leur site. Le linge, il est tough. Ça, c'est le premier gilet que j'ai acheté du Range Brand. Il est encore d'une superbe belle qualité. Plus de 60 lavages minimum. Donc, je suis quand même vraiment content. C'est vraiment du linge qui fait une bonne job. Ready for Canada présentement. Rabais de 15% pour les demandes de conjoints de votre côté, donc pour les gens qui sont à l'extérieur, de revenir au pays, ainsi de suite. Donc, on a des rabais pour les conjoints. Pourquoi? Ben, la Saint-Valentin, c'est dans 11 jours. Fait que j'espère que j'ai été assez brillant pour vous le rappeler. N'oubliez pas le cadeau de Saint-Valentin aussi à votre conjointe, parce que moi, je l'ai oublié la dernière fois. TLF Dessin, ils sont présentement en recherche de personnel. Donc, si vous voulez faire du dessin industriel, contactez-les, allez sur leur site web, regardez qu'est-ce qui est disponible comme emploi de leur côté. Aujourd'hui, sur la partie Patreon, on a du stock intéressant. On n'a pas encore parlé des Epstein Files. Je pense qu'on va aller faire un petit tour de ce côté-là, évidemment, pour parler. T'allais oublier notre plus récent commanditaire, Yann, Ben oui, CGNX Solutions, services informatiques. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont des enjeux au niveau de la sécurité informatique notamment, mais aussi d'autres types de services. Puis ils vous offrent une consultation gratuite. Fait que si vous voulez avoir des infos, ben, vous les contactez à info@cgnx.ca ou avec le lien au bas de l'écran, ça vous amène sur leur page Facebook et il y a toutes les références pour les contacter. comme je vous disais sur Patreon aujourd'hui, on risque de parler un peu des Epstein Files. C'est pas chic ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment du stock weird. Il y a full des informations présentement sur les réseaux sociaux. On va fouiller un peu là-dedans probablement. Puis évidemment, on a le stock habituel du podcast.